Aujourd'hui, je vais faire un format que je n'ai jamais fait sur YouTube. Pas de décor travaillé, très peu de montage, et peut-être même que cette vidéo va durer longtemps, ou même qu'on devra en faire 2. Mais ce qui est sûr, c'est que je vais parler sans filtre. Je suis Max Puccinini, j'ai construit plusieurs entreprises, généré des dizaines de millions d'euros, investi dans l'immobilier à l'international, et rien dans mon parcours n'a été normal ou évident. Je suis parti de zéro avec un bac+1 et une semaine. Et aujourd'hui, j'accompagne des milliers de chefs d'entreprise à gagner plus d'argent et à être libres. Dans cette vidéo, je vais répondre aux questions que vous me posez depuis des années. Les vraies, celles qui disent quelque chose de vous autant que moi. Comment j'ai fait fortune? Combien je gagne aujourd'hui réellement? Quel a été le moment le plus dur de ma vie? Qui a failli me faire tout abandonner? Pourquoi mes enfants ne vont pas à l'école? Est-ce possible d'être heureux quand on est submergé de travail? Et si je devais refaire 1 million d'euros en partant de zéro, comment je m'y prendrais? On commence. La première question, c'est quelle est la chose que les gens croient sur toi qui est totalement fausse? Une chose courante, c'est les gens croient que je suis une sorte de gourou à l'américaine. Quand ils me voient sur scène, de loin, ils voient des vidéos avec 3500 personnes dans la salle, parfois 5 millions, il y a des salles de 5000 personnes déjà. Et ils croient que je suis, je sais pas quoi, un gars surhumain ou je sais pas trop quoi, je tombe d'une autre planète et que certains croient que je suis infatigable et que j'ai toujours l'énergie non-stop et que je fais aucune erreur et que j'ai un don particulier. Ils croient que j'ai eu de la chance, ils croient que je suis un surhumain. Non, je suis un humain, j'ai mes humeurs, j'ai mes doutes, j'ai mes peurs. J'ai fait plein d'erreurs qui m'ont coûté très cher. J'ai eu mes années avec mon ego qui était gros comme un melon et qui m'a coûté très cher. Et parfois je suis fatigué. Et parfois je me pose aussi la question, qui suis-je et est-ce que je suis dans la bonne direction Bref, je suis un humain. La seule différence, c'est qu'au lieu de me dire « Ah, j'ai peur », je cherche la source de la peur et je règle le problème. Et quand j'ai des doutes, je me dis « Pourquoi j'ai des doutes ?» et comment je fais en sorte d'éliminer mes doutes. Et je crois qu'une des choses qui fait toute la différence aussi, c'est que quand je suis perdu, comme tout le monde, je lève la main et je cherche de l'aide. Et donc, je fais appel à un mentor, je rejoins un mastermind et donc, je trouve vite la réponse et donc, je vais beaucoup plus vite. Donc, à la fin, c'est que je suis tout à fait un humain et je viens de très loin. J'ai eu une enfance très difficile, mon père était quelqu'un de violent, il me frappait physiquement, il m'insultait, il me rabaissait. On avait une famille très pauvre, j'ai un bac+1 une semaine, donc je n'ai pas de diplôme, j'ai vraiment rien de particulier. Certains croient que j'ai un talent, je garantis, vous m'aurez vu à 21 ans, vous n'aurez pas dit que j'avais beaucoup de talent. La seule différence, c'est que j'ai investi massivement en moi. Beaucoup de gens, ils font leurs études, ils vont à un job et puis éventuellement ils vont créer l'entreprise et puis ils s'arrêtent là. Tant que j'investis en moi, tant que je me forme, tant que je fais appel à des mentors, il n'y a pas de limite à mon succès. Et donc la vraie seule différence, c'est qu'au lieu de passer mon temps à regarder Netflix et à brasser de l'air et chercher des excuses, j'ai cherché des solutions, j'ai cherché de l'aide et je me suis formé constamment. Donc je suis quelqu'un de très humain, c'est juste que je me suis formé beaucoup, je me suis bien accompagné, je suis encore accompagné, et ce qui m'a permis de passer de zéro, même à découvert, à créer un patrimoine de plus de 50 millions d'euros. That's it. Ok, question suivante. Comment tu as fait ton premier million exactement? C'est une super question. Donc, à 21 ans, j'ai démarré un business qui était dans la distribution des produits anti-âge. C'était en collaboration avec une boîte américaine. Donc, il faut s'imaginer que c'était il y a bien longtemps. Et quand on parlait de produits anti-âge, j'avais quoi, 21 ans en ce moment-là, donc ça fait quoi, 23 ans, les gens me regardaient un peu bizarrement. Tu vois, un homme qui vend des produits anti-âge, ça fait un peu bizarre. Mais bon, pour moi, c'était simple. Le marché anti-âge, il allait boomer. Déjà, on voyait que c'est sûr que les femmes vont toujours rester de plus en plus jeunes et même les hommes vont vouloir rester de plus en plus jeunes. Et donc, j'ai compris qu'il y avait une tendance et il fallait que je surfe la tendance. Un des éléments majeurs pour créer beaucoup d'argent, c'est de surfer les tendances, pas être contre les tendances. Et donc, le business model était très simple. On ne me demandait pas de diplôme parce que j'avais envoyé mon CV qui était bien sûr nul à des banques en Luxembourg qui apparemment recrutaient des gens sans diplôme. Je n'ai jamais eu de réponse. Bref, on ne me prenait pas au sérieux. Je ne viens pas d'une famille riche, je venais pas d'une école importante, je n'ai pas fait HEC, etc. J'ai un bac+1 une semaine de l'université de Strasbourg, donc bref, qui veut dire rien dire, pas vrai. Et donc là, j'avais une opportunité de me dire, waouh, j'avais pas des fonds à investir, j'avais pas d'argent, mes parents n'avaient pas d'argent. Et donc là, j'avais une opportunité de me dire, en fait, je ne veux pas créer de produits, je vais vendre des produits d'une entreprise américaine qui fait des très bons produits et on m'offre un plan de rémunération où
En gros, c'est comme si j'étais un directeur commercial, mais indépendant, où le plus je vends, le plus je gagne, et je gagne aussi en recrutant une équipe autour de moi. Donc en gros, j'ai un pourcentage du chiffre d'affaires global de l'équipe que je vais constituer. Donc c'était simple pour moi. Je me dis, en fait, si je bosse bien, je vais pouvoir bien gagner. Et je savais que dans ce type de business model, il y avait des gens qui gagnaient extrêmement bien leur vie. Et je me rappelle toujours, la première année, je me suis dit, parce que j'avais entendu quelqu'un qui gagnait 100 000 euros par mois dans cette entreprise-là. Et je me dis, je vais faire ça en un an. Et au bout d'un an, je gagnais 853 euros par mois. Petite claque, la claque dans la tête. Donc c'était un peu violent et je suis un peu tombé de mon cocotier et je me suis dit, mon Dieu, c'est plus difficile que ce que je pensais. Je suis tombé du mont stupide pour me rendre compte que j'étais incompétent, que j'avais zéro confiance en moi, personne ne me prenait au sérieux. Donc il fallait que je construise ma crédibilité, il fallait que je construise mes compétences de vente, de leadership, de business, de marketing, de tout ce que vous voulez. Et donc bref, après 2 ans et demi de grandes difficultés, au bout de 2 ans et demi, je gagnais quoi, 1 200 euros par mois. C'était un peu violent, quoi. J'avais des hauts, des bas, ça fonctionnait pas, des clients qui partaient, des membres de mon équipe qui abandonnaient. Enfin, c'était très, très fatigant. Et au bout de 2 ans et demi, j'ai pris une décision majeure. Je me dis, je vais me former, je vais faire appel à un mentor que je vais payer. Je vais me former massivement. J'avais compris que la différence entre là où j'étais et là où je voulais aller, c'est juste un manque de compétences et un manque de conviction aussi. Et ces 2 choses peuvent être données par un mentor. Donc j'ai tout ce que je gagnais, le peu que je gagnais, je réinvestissais en moi, je payais des mentors, je me formais massivement, je faisais des kilomètres en Suède, en Allemagne, aux États-Unis pour rentrer dans le crâne des meilleurs. Qu'est-ce qu'ils savaient que moi je ne savais pas? Qu'est-ce qu'ils faisaient que moi je ne faisais pas? Apprendre leurs compétences, modéliser. Ça c'est probablement l'une des plus grandes clés du succès. C'est modéliser ce que les gens qui ont du succès font. C'est comme avoir accès à une recette. Si je suis nul à cuisiner, ce qui est mon cas au passage, ne me demandez pas de cuisiner, c'est une catastrophe. Je ne sais même pas faire une bonne salade, pas loin. Allez, je sais faire des œufs et encore. Les œufs brouillés ne vont pas être super. Bref, si je veux apprendre à bien cuisiner, j'ai juste besoin d'avoir la bonne recette. Et donc si je me rapproche d'une mentor, une grand-mère qui fait un excellent gâteau au chocolat, et que tout le monde adore ce gâteau au chocolat, et que je me fais coacher par elle, et qu'elle me dit exactement ce que je fais, et que je suive exactement la même recette, devinez quoi, je serais capable de moi aussi faire une bonne recette de chocolat. Et donc tout le monde peut réussir à condition qu'il modélise les gens qui ont du succès. Et je dis souvent, le succès laisse des traces. Donc une des choses les plus intelligentes à faire, c'est mettre son ego de côté, au lieu de vouloir y arriver par soi-même, se dire, je n'ai pas la recette, je vais payer quelqu'un pour me donner la recette, et je vais modéliser et implémenter la recette. Et c'est ce que j'ai fait et ça a décollé. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est très simple, 23 ans et demi, donc je ramais à 1000 balles par mois. À 26 ans, j'étais passé les 10 000 euros par mois. L'âge de 30 ans, j'étais millionnaire. Aussi simple que ça. Et mon entreprise à ce moment-là représentait 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et en gros, je touchais 5% là-dessus, donc je générais 500 000 euros par mois avec ça. C'est comme ça que j'ai fait mon premier million. Question suivante. Qui sont tes inspirations et modèles? Alors j'en ai eu plusieurs au fur et à mesure des années. Au début, quand j'avais 21, 22, 23 ans, ce qui me manquait cruellement, c'était mon mindset. Et la plupart des gens ne décollent pas à cause du mindset. Le mindset, c'est l'état d'esprit. Tant qu'on a des blocages, des doutes, des peurs, tant qu'on voit petit, tant qu'on a des croyances limitantes et conflictuelles et qu'on se pose des questions existentielles, on ne sait pas qui on est, où on va, etc. Le blocage est réellement nous-mêmes. C'est notre mindset. Et ça, j'ai vite compris. Je me suis dit, OK, en fait, ma limite, c'est moi-même. Et donc, j'ai fait appel à des coachs, à des mentors. Donc, je suis passé par des formations très poussées à 15 000 $ ou plus, etc. Par Jack Canfield, qui m'a aidé à voir le monde totalement différemment. J'ai fait aussi appel à une personne qui est maintenant décédée, mais qui a probablement été le mentor qui a eu le plus d'impact dans ma vie. Et il s'appelle Stephen Covey. C'est lui qui a écrit le livre « Les 7 habitudes de ceux qui réalisent tout ce qu'ils entreprennent ». C'est un livre que je vous recommande vivement. C'est une bible du leadership. Stephen Covey a réellement impacté ma vie, pas seulement parce qu'il enseignait, principe incroyable, mais surtout par l'exemple qu'il était. C'est vraiment le gars qui était le plus en accord avec ce qu'il enseignait. Un leadership incroyable, une force intérieure incroyable, donc ça a toujours été un modèle pour moi. Après, je suis passé par des personnes comme Tony Robbins, après j'ai eu des mentors marketing comme Jay Abraham. Bref, en plus de 23 ans, j'ai eu plusieurs mentors et des sources d'inspiration. Sources d'inspiration, j'en tire aussi chez les sportifs. Michael Jordan, Stephen Curry, LeBron James, à 40 ans de jouer incroyablement bien comme ça. Je trouve que le business et le sport est très lié.
il faut un niveau de discipline énorme, un niveau de focus énorme. Aucun sportif arrive à un niveau de succès impressionnant sans faire appel à des coachs, à des mentors. Michael Jordan avait comme mentor et comme source d'inspiration Julius Erving. Kobe Bryant a eu comme source d'inspiration et mentor Michael Jordan, etc., etc. Donc la majorité des inspirations, je les tire vraiment de personnes à succès. Et bien sûr, j'ai lu des biographies, ça va de lire les biographies de Jeff Bezos, Steve Jobs. J'adore étudier le succès, que ce soit dans le business ou que ce soit dans le sport. Il y a des traces et il y a des principes. Et moi, j'ai une obsession de comprendre qu'est-ce qu'ils ont fait, qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait, et pour pouvoir reproduire le même type de succès. Autre question. Si tu devais refaire 1 million d'euros en partant de zéro, tu ferais quoi? J'ai fait plein de vidéos là-dessus, donc je pense qu'il faut on va vous mettre un lien quelque part pour cliquer dessus, pour aller voir ça. Mais on va faire simple. Pour faire 1 million d'euros, et je ne parle pas d'1 million d'euros de chiffre d'affaires, parce que c'est 1 million d'euros de profit dans ma poche. Voici ce que je ferais. Numéro 1, j'identifierais un marché où il y a déjà une entreprise ou plusieurs entreprises qui font plus d'1 million d'euros de profit. Pourquoi? Ça va m'aider de savoir que quelqu'un l'a déjà fait et donc ça prend moins de risques plutôt que essayer de me dire c'est moi le premier qui va le faire. Souvent les pionniers finissent mal. Regardez Napster, ils ont mal fini. La plupart des pionniers finissent mal. IBM, au passage, c'était les premiers à créer un ordinateur, ce n'est pas eux qui dominent le monde du personnel computer. Donc être pionnier, c'est très dangereux. Donc numéro 1, je regarderai est-ce qu'il y a quelqu'un qui l'a déjà fait. Numéro 2, j'aurai une obsession à trouver qui est le client idéal de ce marché-là. Pas tous les clients sont identiques. Il y a 80% des clients sur un marché ne sont pas les clients que vous voulez. Ils vous prennent du temps, de l'énergie, ils posent 40 000 questions, ils veulent payer en 42 fois, ils n'ont pas d'argent, etc. Ce n'est pas le client idéal. Donc, qui est le client idéal? Celui qui paye facilement, qui a idéalement un grand portefeuille, qui a un vrai problème identifié et qui est prêt à avancer maintenant. Ensuite, c'est simple, je créerai une offre irrésistible pour ce client idéal. Je tomberai amoureux de ce client idéal. Je chercherai à comprendre vraiment quelle est sa problématique majeure. Qu'est-ce qui l'énerve? Qu'est-ce qui le réveille à 2 h du matin? Où il est frustré? Et donc ensuite, je créerai une offre irrésistible pour solutionner ce problème. Beaucoup trop d'entrepreneurs, ils créent d'abord le produit et l'offre. Et après, ils essaient de trouver quelqu'un à qui le vendre. C'est l'erreur que j'ai faite à mes débuts. C'est une grosse erreur. C'est plutôt comprendre qui est mon client idéal, qu'est-ce qui le frustre, et ensuite de créer un produit ou un service et une offre irrésistible pour combler son problème. C'est le moyen le plus rapide de créer une fortune. Et au passage, c'est ça le rôle d'une entreprise. C'est de comprendre le problème du client et de solutionner le problème. En tant qu'entrepreneur, notre job n'est rien d'autre que régler des problèmes. Et le plus grand le problème, le plus grand l'opportunité de faire une fortune. Ensuite, je construirai un moteur de croissance. Ça veut dire quoi? En gros, un moteur d'acquisition. Identifier où sont ses clients. Donc, s'ils sont sur YouTube, on va aller sur YouTube. S'ils sont sur des événements ou des salons, il faut aller sur ces événements et salons. Et ensuite, être présent devant eux et leur donner quelque chose gratuitement dans le but de sincèrement les aider. Mais c'est aussi un moyen de créer la relation et faire en sorte qu'ils découvrent aussi qui vous êtes. Et donc de là, je ne vais pas faire une offre directe, parce que souvent les gens essaient de faire une offre tout de suite et de vendre tout de suite, ce qui est une grosse erreur. Je construirai la relation. Mon objectif serait simple, comment je peux construire la confiance de 1, 10 sur 10 le plus vite possible. Les aider gratuitement, leur donner des conseils, diagnostic offert, travailler pour eux gratuitement s'il faut, leur offrir un guide offert, quelque chose qui démontre mon expertise et qui va démontrer que ma solution peut les aider. Et une fois que la confiance est très élevée, c'est là que je vais faire mon offre irrésistible. Et une offre irrésistible, ce n'est pas une offre normale, ce n'est pas une offre bateau, c'est une offre irrésistible. Une offre où ils se disent « je suis stupide si je ne prends pas cette offre ». C'est ça, tomber amoureux de son client. C'est l'aimer tellement de créer une offre tellement incroyable qui va solutionner ses problèmes le plus vite possible. Très important, il faut que l'offre irrésistible solutionne le problème rapidement de votre client idéal, mais aussi que ce soit très rentable. C'est ça le grand secret. C'est ça qui fait la richesse. Et donc, une fois que j'ai créé ce moteur de croissance, j'appuierai à fond sur l'accélérateur du marketing pour envoyer le plus de clients possible et bien entendu, pas oublier que derrière, il faut livrer. Et créer un système de livraison impeccable, un système aussi qui permet de mesurer la satisfaction client, qui permet d'avoir une boucle de rétroaction, de savoir est-ce que le client est satisfait, à quel point il est satisfait, comment on peut satisfaire encore plus, faire en sorte d'avoir une machine scalable qui peut accélérer la croissance le plus vite possible pour faire entrer le maximum de clients, mais aussi les livrer avec un niveau de standard de livraison exceptionnel. Donc voilà, en gros, voici ce que je ferai pour faire 1 million et après pour passer à 10 millions, 20 millions, etc. Il y a d'autres choses, mais
Ça, c'est ce que je ferai. Question suivante. Est-ce qu'il y a un moment où tu as failli tout abandonner? Oh mon Dieu, oui. Plein de fois. Mon premier business, j'avais quoi, justement 23 ans et quelques. Au bout de 2 ans, je gagne 1000 balles par mois, mon business ne décolle pas. Mes copains se foutent de moi. Ah, tu vends toujours des crèmes. Ah. C'était violent. C'était violent. Je me suis senti parfois très seul. J'ai l'impression d'être dans une traversée du désert et je ne voyais pas d'oasis, quoi. C'était violent. Personne ne me comprenait, même pas ma famille. Ma mère ne me comprenait pas, mes frères et sœurs ne me comprenaient pas. Qu'est-ce qu'il fait? Bon, il va trouver un job comme tout le monde. Et heureusement que j'ai une tendance à être très persévérante et que je me suis remis en question, que j'ai fait appel à des mentors. Mais mon Dieu, ouais, j'ai failli lâcher l'éponge plus d'une fois. Ça m'a traversé l'esprit plus d'une fois. Et même quand j'ai démarré ma carrière de coach, vous imaginez, j'avais un business qui tournait, j'avais un business à 10 millions de chiffre d'affaires quand même. Hein. J'ai mis en péril mon business pour démarrer ma carrière de coach et de mentor parce que je voulais vraiment aider. Au passage, la raison pour laquelle j'ai démarré cette carrière, j'étais financièrement libre déjà. Je n'avais pas besoin de travailler. La raison pour laquelle j'ai lancé ça, c'est que des mentors m'ont aidé. Et je me suis senti un peu redevable d'aider les autres entrepreneurs chez l'entreprise. Il n'y avait réellement personne qui était bon à aider sur le marché francophone. Il y a beaucoup de gens qui promettaient des choses, qui disaient comment faire, mais ils n'avaient jamais vraiment fait eux-mêmes. Eux, ils gagnaient leur vie en disant comment faire, mais ils n'avaient jamais créé un business à succès et ensuite enseigné comment faire. Et donc, je trouvais ça pas cool. Et donc, je me suis dit, OK, de mon côté, j'avais déjà créé 4-5 millions dans ma poche, que j'ai investi, etc. Et je me suis dit, OK, il manque cruellement quelqu'un qui aide et qui enseigne comment concrètement faire. Et simplement, j'étais aussi appelé à transmettre. J'avais tellement de gens qui me posaient des questions sur « Max, comment t'as fait ?» Ils m'invitaient à déjeuner, à dîner. Et je sentais que j'avais une passion. Les gens me disaient « Mais t'es tellement passionné par ce que tu fais, tu devrais être coach, tu devrais être mentor. » Et finalement, je suis allé à un séminaire américain. Et là, je me suis dit oh, peut-être que j'aimerais faire ça finalement. J'étais appelé à faire ça. Et le jour où j'ai commencé, oh mon Dieu, c'était une joie profonde. J'ai commencé mon premier séminaire, ça s'appelait Destination Réussite. C'était en décembre 2013 à Aix-en-Provence. Juste par le bouche-oreille, il y avait 54 personnes. Et j'ai eu peur, j'étais en dehors de ma zone de confort, qui suis-je moi pour faire ça? Et est-ce que je ne devrais pas arrêter? Je ne fais pas une folie de me mettre en péril mon premier business. T'imagines, il y a beaucoup de gens qui vont être à ma place. Il y a des gens qui me disent, mais imagine Max, il y a une des personnes qui m'avait au passage encouragé à mes débuts, m'a dit, mais Max, mais tu imagines le risque que tu prends, redémarrer de zéro, t'es fou quoi, etc. Et c'était plus fort que moi, il fallait que je le fasse. Et donc je fais ce premier séminaire et j'avais beaucoup de doutes. Et finalement, j'ai senti tellement que j'étais au bon endroit et je sentais l'impact que je faisais. Je sentais les yeux qui brillaient, les déclics dans le regard des gens. Et à la fin, je me dis, ça vous plaît, ça vous aide? Et je dis, c'est un truc de fou, ça a changé ma vie, etc. Et donc après le séminaire suivant, là, juste par le bouche-oreille, on a fait 150 personnes à Paris, après 450 personnes, puis 1000 personnes. Et maintenant, dernièrement, on a fait un séminaire à plus de 3500 personnes. Croyez-moi, je n'ai jamais regretté de tout mettre en péril, de vraiment risquer ce que j'avais construit pendant plus de 10-12 ans, quoi. Et je me suis senti vraiment comme un poisson dans l'eau. Et j'adore ce que je fais jour après jour. J'adore pouvoir vous aider, vos entrepreneurs chez entreprise, à devenir financièrement libres et épanouis sur le chemin. Question suivante. Combien tu gagnes vraiment aujourd'hui? Ok. Simple. J'ai une entreprise qui fait plus de 15 millions d'euros de chiffre d'affaires, qui sort 5 millions d'euros de profit par an. 5 millions d'euros de profit par an. Qui va au passage, en gros, dans ma poche, parce qu'une partie va être réinvestie dans le business. Et puisque j'habite à Dubaï, taxation sur l'entreprise, c'est pas grand-chose. Et taxation personnelle, c'est zéro. Donc c'est ce qui va dans ma poche vraiment. Parce qu'il y a besoin de très peu de réinvestissement. Et j'investis encore dans l'immobilier, surtout à Dubaï. Et juste cette année, je vais sortir en profit, pour moi en tout cas, entre 5 et 7 millions d'euros. Donc c'est-à-dire que par an, à l'instant où je vous parle, c'est 10 à 12 millions d'euros de profit dans ma poche. Je sais que ça paraît trop pour être vrai, il y a des gens qui ne vont pas croire ça, mais c'est la vérité. Okay, parfois même, je dis à mon épouse, tu sais combien on va gagner cette année? Plus de 10 millions d'euros. Je sais que ça paraît fou, mais c'est la réalité. Et voici ce qui se passe quand on se forme, voici ce qui se passe quand tu investis 1,2 million. Donc là, c'est 1,3 million. J'ai investi 1,3 million d'euros en plus de 23 ans en formation, en séminaire, mastermind. That's it. Donc, puisque j'ai investi autant en moi, j'en sais plus que la majorité des gens. Et donc, j'apprends à travailler plus intelligent, plus stratégiquement. Et donc, quand je travaille 1 heure, j'ai une productivité qui est 50-100 fois supérieure à la moyenne. That's it. Donc, vraiment, c'est ce que je gagne chaque année. Et puis, j'ai d'autres business qui sont extrêmement rentables aussi, qui génèrent quelques centaines de milliers d'euros, mais je ne les ai même pas comptés dedans. Donc, voilà. Ouais, c'est ce que je gagne. Pour être sincère, j'y croyais même pas moi-même il y a quelques années, mais c'est bien ce que je gagne chaque année. C'est sympa, non? Ok, donc, vous avez compris, le meilleur investissement que vous puissiez faire, d'investir en vous. Donc, si vous voulez gagner au moins 1 million d'euros par an, voire plus, vous savez quoi? Le grand secret, c'est pas de continuer à faire ce que vous avez toujours fait, sinon vous allez obtenir ce que vous avez toujours eu, c'est prendre de la hauteur, arrêter de travailler comme une mule et travailler dur, ça apprendre à travailler intelligemment. Investissez en vous,
votre cerveau vous le rendra au centuple. Question suivante. Est-ce que tu es propriétaire de ta maison? Non, je vis dans une maison au passage qui vaut sûrement 6 millions d'euros au passage, ici à Dubaï. C'est là où j'enregistre maintenant au passage. Et je ne détiens pas ma résidence principale. Les gens vont dire, mais pourquoi? Tu as tout l'argent du monde pour ça. Je sais, mais c'est stupide. Et la raison, c'est que je peux générer beaucoup plus d'argent avec l'argent que j'investis dans d'autres biens immobiliers ou en bourse ou ailleurs, ou faire d'autres investissements, acheter des business, investir dans des business, etc., plutôt que louer. Et donc, louer, non seulement j'ai plein d'avantages. S'il y a quelque chose qui a un problème, ben, c'est le propriétaire qui paye. J'en parle même pas en France, les taxes d'habitation, taxes ceci, taxes cela, machin, les taxes de tout ce que vous voulez, les frais de ceci, les frais de cela, tout ça, c'est à votre poche. Et surtout, si je dois acheter une maison, je dois faire un prêt dessus, et où je paye des intérêts, où il y a des frais de notaire, etc. Et surtout, j'ai moins de flexibilité. Puisque mes revenus ne cessent de grandir d'année en année, si j'achète une maison maintenant, elle est très bien, 6 millions d'euros, je pourrais tout à fait l'acheter. Mais qu'est-ce qui va se passer d'ici 1 ou 2 ans? On est déjà en train de parler avec Marine de changer pour avoir plus grand, parce qu'on a 3 enfants, parce que ceci, parce que seulement, nos besoins et nos envies grandissent. Et donc, au lieu d'avoir une petite salle de sport, maintenant, tu dois avoir une grande salle de sport. Et d'un coup, tu as un home cinéma qui fait la taille de, je sais pas quoi, 50 mètres carrés. Et donc, les choses évoluent. Et donc, ça me coûterait plus cher de le faire. Et ça donne plus de flexibilité de louer. Mais aussi parce que c'est beaucoup plus rentable. Parce qu'avec l'argent que j'investis dans l'immobilier ailleurs, ou en bourse ou acheter des business, je suis capable de générer beaucoup plus d'argent. J'explique ça très bien dans mon séminaire Finance Max. Les gens ont du mal à comprendre, ils disent, mais parce qu'ils ont été, littéralement, on leur a lavé le cerveau depuis tout petit, de dire il faut acheter sa maison, quand tu gagnes bien ta vie, il faut acheter sa maison, mais c'est l'une des raisons pour laquelle ils font partie de la classe moyenne et pas de la classe riche. La plupart de mes mentors n'ont pas acheté leur maison. Ils louent encore. Les mecs, ils pèsent des centaines de millions. Donc, un jour, est-ce que je vais acheter ma résidence principale? Sûrement oui. Mais bon, pour l'instant, je ne vois pas le sens de le faire. Ça serait, pour l'instant, financièrement stupide de le faire. Mais bon, je vais arriver à un point où c'est tellement ridicule, où je gagne tellement d'argent, où je peux me dire je peux acheter une maison à 5-10 millions parce que c'est de l'argent de poche. Autre question, c'est quoi l'erreur qui t'a coûté le plus d'argent? J'en nommais plusieurs. La première, c'est d'avoir recruté des tocards que j'ai mis en position de CEO, donc en DG de la boîte, qui n'était jamais DG avant, qui m'avait menti, qui n'avaient pas les compétences et qui, pire, n'étaient pas vraiment bienveillants. Ça m'a coûté une fortune. Je les ai gardés beaucoup trop longtemps, je les ai payés beaucoup trop cher et je pensais qu'ils étaient top. Je pensais qu'ils étaient dans mon camp, je pensais qu'ils savaient faire. C'est ce que je découvre, à quel point ils étaient nuls, à quel point ils étaient en fait incompétents et à quel point ils travaillaient contre moi et pas pour moi. Donc ça m'a coûté une fortune. J'ai bien perdu 4-5 ans avec ces conneries. Et en plus, ils flattaient mon ego, totalement tombé dans le panneau. Et vraiment, la deuxième erreur la plus coûteuse, et ça allait avec ça, j'ai stagné pendant 3 ans en pensant que j'avais atteint le sommet de l'Everest, alors que je n'avais même pas atteint le sommet des Vosges, j'avais une boîte à 2,5 millions. C'était ridicule, quoi. C'était une petite boîte, 2,5 millions, c'est une petite boîte, c'est rien. Oui, je gagnais un peu d'argent, mais j'ai stagné parce que j'avais l'ego comme ça, j'ai arrêté de me former, j'ai arrêté de m'entourer de mentors, et donc j'ai stagné. Jusqu'à ce que j'ai plus stagné, parce que quand, en fait, il y a un vieux dicton qui dit quand tu n'es pas en train de croître, tu es en train de mourir. Et c'était vraiment ça. Je croyais que je stagnais, mais en fait, j'étais en train de regresser. Et j'ai eu un rendez-vous avec ma fiduciaire, donc j'habitais en Suisse à ce moment-là, avec une entreprise suisse. Ma fiduciaire qui est mon expert comptable, c'était une femme, qui me dit Max, il faudra que tu remettes 150 000 € dans la machine. Et j'ai eu honte. Et ça m'a mis une claque dans la tête. Mon ballon, mon ego a dégonflé rapidement. Je dis ok Max, il est temps de redevenir humble, virer ces gens-là qui ne sont pas bien dans ton équipe, qui ne sont pas compétents, et faire appel à un mentor qui va vraiment pouvoir t'aider. Et ça n'a pas manqué, ce qui a suivi 143% de chiffre d'affaires d'augmentation en 1 an. J'ai fait x10 sur ma trésorerie et mes bénéfices en l'espace d'1 an. Bref, ça a été game changer. Et puis le reste, c'est l'histoire. Ok, c'est quoi l'investissement le plus rentable que tu as fait de ta vie? Super question. Haut la main, investir en moi. C'est pour ça chez Warren Buffett qui dit ça. Le meilleur investissement que vous puissiez faire est d'investir en vous-même. J'ai investi en plus de 23 ans 1,3 million d'euros en formation, séminaire, mentor. Haut la main, ce qui m'a rapporté plus d'argent, parce que la preuve, je suis à 50 millions d'euros de patrimoine. Et dans quelques mois, années, je serai à 100 millions. C'est inévitable. Et donc, est-ce que c'était un bon investissement? Il n'y a rien qui bat un retour sur investissement de 4200%. Okay, ni la bourse, ni l'immobilier, etc. Donc ça, c'est le meilleur investissement. Mais après ça, au passage, avant que je continue là-dessus, je vois trop d'entrepreneurs chez entreprise qui gagnent quelques dizaines de milliers d'euros, quelques centaines de milliers d'euros par an et qui investissent tout dans l'immobilier ou la bourse, etc. C'est une erreur. Okay,
Quand tu gagnes tes premiers profits ou tu gagnes, je sais pas, 10, 20 000, 50 000 par an, 100 000 par an, tu veux tout réinvestir en formation, séminaire, mastermind, etc. Au moins investir 30 à 50 000 euros par an. C'est-à-dire, tu fais ça, ça va bien se passer. Parce que tu vas être bien entouré, tu vas avoir un mentor qui va pouvoir t'aider, tu es évidemment un mastermind avec d'autres personnes qui pensent grand, qui voient grand, qui te challenge, avec qui tu peux échanger, créer des partenariats, etc. Tu vas aller tellement plus vite entouré. Et donc, ça, c'est réinvestir. Donc, moi, ma règle est simple. Je vais pendant des années. Tout ce que je gagnais, je réinvestissais. Et dès qu'à un moment, même je réinvestissais 50 000, 100 000 dollars, d'un coup, il me restait un surplus de ça. OK, j'investissais le reste en bourse, en immobilier, etc. Et donc maintenant, si on parle vraiment d'investissement concret, hors investissement en formation, séminaire, mastermind, etc., c'est l'immobilier à Dubaï. Rentabilité de dingue si on sait ce qu'on fait. Donc par contre, pour faire ce genre de rentabilité, il faut investir des millions. Donc c'est pas si on vient avec 100 000 euros, on ne va pas faire grand-chose. C'est que j'ai même des investisseurs avec qui on a une sorte de club deal où on investit ensemble. Ils doivent investir au moins 100 000 euros. Et donc, ce qui permet d'accéder à des biens immobiliers à 2 millions, 3 millions, 4 millions. Et c'est là où il y a des rentabilités incroyables, 30, 40, 50%. Donc là, j'ai une opération en cours qui va, ça va prendre 2 ans quand même, mais qui va générer 5 millions de profits pour moi. Énorme. Et donc d'autres investissements avec des maisons en construction, avec des projets incroyables à Dubaï, qui vont générer avec des villas sur le lagoon, en fait, des projets absolument incroyables qui vont générer du 30 à 50% sur l'espace de 18 mois. C'est absolument incroyable. Donc ouais, c'est là où j'investis mon argent et je continue à investir en moi. Ça, c'est les premières choses. Mentor, mastermind, etc. Et après, tout le surplus, immobilier à Dubaï. Ça, c'est ce que je fais en ce moment. Ok, on continue. Comment fais-tu pour être heureux en couple quand tu es entrepreneur? C'est très simple, il faut se former. Être heureux en couple, oh mon Dieu, c'est une des choses les plus difficiles. Parce qu'on a nos propres croyances, nos propres doutes, on a le propre schéma, on a nos propres peurs, on a nos propres habitudes. Et quand on met une autre personne qui a d'autres habitudes, d'autres peurs, d'autres schémas, ça donne un cocktail qui peut être violent. Et de part, on croit qu'il faut juste trouver la bonne personne. C'est-à-dire Disney nous a fait croire un gros mensonge. Il suffit de trouver la bonne personne et puis on se marie et puis tout va être bien. Il suffit de voir l'énergie, le temps et l'argent mis pour le mariage, le jour du mariage. Tellement d'argent et de temps et d'énergie. Et zéro énergie sur le après, alors que tout démarre là. Et on parle de construire une famille. Et donc, on va être challengé, on va être fatigué. On parle d'avoir des enfants. Donc, avec Marine, on a 3 enfants. Heureusement qu'on s'est formé. À nouveau, qu'est-ce qu'on a fait? On a eu le bon réflexe, on a fait appel à des mentors, on a fait des séminaires, on s'est formé. On a compris que même être heureux en couple, ça s'apprend. Tout s'apprend. On a appris à faire du vélo, on a appris à conduire, on a pris un coach. Marine est une très bonne violoniste et pianiste. Moi aussi, j'ai fait du violon et du piano. Devinez quoi? On ne peut même pas penser à enseigner à un enfant d'apprendre à faire du violon seul. On va prendre un prof de violon, pas vrai? Donc, on a ces réflexes pour faire du piano. On veut être bon au tennis, on prend un coach de tennis. Après, on arrive en business. On ne voit pas de coach, on fait pas appel à des mentors. Et après, on s'étonne pourquoi il y a 50% d'entreprises qui meurent en 2 ans. Même chose en couple. Les choses les plus importantes, le business et le couple. Et on ne se forme pas. Et on ne fait pas appel à des mentors ou des coachs. Mais c'est ridicule, c'est stupide. Et donc, l'une des choses qu'on a faites, c'est se former. Et au passage, mon premier mariage, il a fini en divorce. J'étais marié à une Suédoise et je pensais que c'était de trouver la bonne personne avec des valeurs communes, ce que tu veux. Tout allait parfaitement sur papier. Ça a fini en divorce. Parce qu'on ne s'est pas remis en question. On a pensé que c'était l'autre le problème. Forcément, c'est toujours l'autre le problème. Nous, on est parfait, bien sûr. Et là, je me dis, peut-être que j'ai des choses à changer chez moi. Et donc, je me suis formé, appelé à master. Et là, je me suis dit, oh mon Dieu, en faisant des séminaires, en faisant appel à des coachs, je me dis, oh mon Dieu, mais toutes les conneries que je faisais, je ne m'en rendais même pas compte. Et souvent, l'homme et la femme fonctionnent différemment. L'homme vit sur Mars, la femme vit sur Vénus, c'est fonctionnement différemment. L'homme a tendance à être plus rationnel, la femme plus intuitive, bref, tout le bordel. On a même un séminaire maintenant qui s'appelle Life Max, que je fais avec Marine, que j'adore faire. Et on change la vie de plus de quoi cette année, ça va être plus de 500 chefs d'entreprise entrepreneurs. Et donc, ça s'apprend. Et donc, une des grandes clés, c'est d'allouer du temps, c'est-à-dire de planifier du temps de couple dans son agenda. Et du temps de qualité dans son couple. Souvent, quand on a une famille. Parce que quand on n'a qu'un business, déjà, c'est challenge. Maintenant, on est en couple. Là, ça commence à être encore plus challenge. On fait du temps avec eux. Et maintenant, les enfants. Alors là, ça part en cacahuète si on n'est pas prêt. Et donc, j'ai vraiment senti quand marié, quand j'ai commencé à avoir les premiers enfants, Lucas le premier, oh là là, ça a été challenge. Vraiment un des moments les plus stressants de ma vie. 6 mois de stress total. Parce que je me dis, mais comment je vais pouvoir avoir du temps à développer le business, avoir du temps pour mon couple, du temps pour ma santé et du temps pour mes enfants. Et le secret était à nouveau, je devais apprendre comment faire. Donc j'ai appris à travailler plus intelligemment, à mieux déléguer, à me focaliser sur les priorités les plus impactantes. Au lieu de passer mon temps à brasser de l'air, j'ai commencé à comprendre qu'il y a réellement 20% des actions qui génèrent 80% des résultats. Donc, j'ai réorganisé mon agenda comme ça.
Et donc, j'ai alloué du temps de qualité pour ma famille et pour mon couple. Et une chose qu'on fait avec Marine, qui est vraiment la meilleure habitude qu'on recommande à tous les couples, c'est le King et le Queen Day. Donc, chaque semaine, il y a le King ou le Queen Day. Donc, par exemple, chez nous, c'est le samedi. Donc, un samedi sur deux, c'est le King Day. Et l'autre samedi sur deux, c'est le Queen Day. Et donc, on fait quelque chose de spécial pour l'autre. Donc, par exemple, là, cette semaine, c'est le Queen Day. Et donc, je vais faire quelque chose de spécial, une surprise pour Marine. Elle ne sait pas ce que c'est, donc ça peut être un déjeuner, un massage, quelque chose, une surprise. Et c'est du temps de qualité pour nous. Et ça nous ressource, ça nous fait du bien. Et ce qui fait que quand on rentre, on est beaucoup plus présent avec les enfants. Et ça nous fait juste du bien. Ça permet d'entretenir le couple. Donc, si ce n'est pas dans l'agenda du temps de qualité pour le couple, ça risque de partir en cacahuète. Donc, c'est une priorité. Et donc, le business, oui, c'est une priorité. Mais pour moi, la famille est encore plus prioritaire. Ma santé est encore plus prioritaire. Donc, ça va être dans l'agenda. Si ce n'est pas dans l'agenda, ça va être négligé et ça partira en cacahuète. Alors, la question suivante. C'est vrai que tes enfants ne vont pas à l'école, et pourquoi? Non, nos enfants n'iront jamais à l'école, pour raison évidente. Si on doit vraiment résumer les choses, qu'est-ce qui sont les 3 choses les plus importantes dans la vie? Si on réfléchit, la santé, si tu as une mauvaise santé, c'est la fin du monde, okay? C'est une catastrophe. Okay? Les relations, si tu as un problème de relation avec tes enfants ou en couple, ta qualité de vie va chuter grave. Le 3e, c'est l'argent. Quand tu as des problèmes d'argent, ton niveau de stress explose. Okay? C'est vraiment les 3 choses les plus importantes. Qu'est-ce qu'on apprend à l'école sur ces 3 choses? 0. Est-ce qu'on apprend à être heureux? Est-ce qu'on apprend à être heureux avec soi-même? Est-ce qu'on apprend à être heureux avec les autres? 0. Est-ce qu'on apprend à gagner plus d'argent? À investir son argent, à le faire fructifier, à créer une boîte à succès? 0. Est-ce qu'on apprend à avoir une excellente santé? Quel complémentaire prendre? Comment faire du sport? Comment le corps fonctionne? Comment avoir une santé hors du commun? 0. On apprend des choses qui servent à rien. Donc pourquoi on va mettre nos enfants à apprendre des choses qui ne servent à rien, qui sont inutiles? Est-ce que vraiment c'est important de savoir la date de mort de Louis XIV? Non. Est-ce que vraiment c'est important de savoir combien il y a de ruisseaux en France? En quoi ça va changer ma vie? En quoi ça va changer ma santé, mes relations et mon argent? 0. Donc pourquoi je mets dans un système archaïque qui a été inventé avant la Deuxième Guerre mondiale pour créer des gentils petits soldats, okay, qui suivent des règles? Ça c'est réconfortant pour un système, qui ne réfléchissent pas, qui apprennent des choses par cœur et qui, à la fin, ils sont incapables de réfléchir. Je veux que mes enfants apprennent à réfléchir. Je veux qu'ils apprennent à prendre les décisions par eux-mêmes. Je veux qu'ils développent du leadership, pas qu'ils soient juste des gentils soldats qui exécutent des ordres. Je veux qu'ils apprennent à être heureux en couple. Je veux qu'ils apprennent à être heureux avec eux-mêmes. Je veux qu'ils apprennent à avoir une santé hors du commun. Je veux qu'ils apprennent à gagner beaucoup d'argent. Je veux qu'ils apprennent à être indépendants. Je veux qu'ils apprennent à avoir la plus belle vie possible, à être capables de réaliser leurs rêves. Ce n'est pas à l'école qu'ils vont apprendre ça. Quel temps gâché. Je n'ai pas aimé l'école. Marine n'a pas aimé l'école, mon épouse. Pour moi, j'aime mes enfants. Donc, est-ce que je vais la mettre dans un système inutile juste parce que tout le monde fait la même chose? Ah, parce qu'il faut bien mettre les enfants à l'école. Devinez quoi? Nos enfants sont très bien éduqués. Ils parlent 3 langues. Okay, ils ont une éducatrice qui vient chaque jour à la maison. Et au passage, je ne pensais pas qu'on apprend plus vite quand il y a une personne qui s'occupe de toi, spécifiquement. Et en 1 heure, individuellement, tu progresses plus qu'en 1 semaine à un groupe de 30 personnes. C'est beaucoup plus efficient. Ils ont une enfance heureuse, ils apprennent plein de choses, ils font du sport, ils font de la danse, ils font du basket, ils font de la natation. Ils sont heureux et épanouis, ils ont confiance en eux. Ah oui, tu parles de l'école avec la confiance en soi. Je pense vraiment que ça va aider à construire la confiance en soi d'un enfant. Il fait « t'as pas assez appris, t'as un 12 sur 20 ou t'as un 8 sur 20, tu es nul en maths ». Alors vraiment, ça va construire la confiance en soi? Non, ça va la détruire. Tu vois vraiment que ça va aider à construire la confiance d'un enfant, de les comparer en disant « t'as vu, lui, il est meilleur que toi ». Non. Donc, pour toutes ces raisons, nos enfants n'iront jamais à l'école. Sauf si on trouve une école qui partage nos valeurs et qui a un système vraiment fait pour vraiment développer le cerveau de l'enfant, le mettre dans un environnement bienveillant, humain, qui vraiment développe son plein potentiel. Sinon, la réponse sera clairement non et on préfère s'occuper de l'éducation nous-mêmes de nos enfants, de choisir notre éducateur. Et ça, c'est aussi une des raisons pour laquelle je voulais gagner beaucoup d'argent. Il ne faut pas me dire, je suis obligé de les mettre à l'école. Pouvoir payer l'éducateur, qu'on soit d'accord avec ses valeurs, qu'on puisse créer le programme ensemble, parce que nos enfants, on les aime et on veut le meilleur pour eux. Ok, autre question. C'est quoi la chose physique la plus chère que tu possèdes? C'est une bonne question. Ça va être une œuvre d'art. J'aime les œuvres d'art. Passage, on a une... Moi, est-ce qu'on a une voiture? Ouais, on a une voiture. C'est pas la voiture de mes rêves. Mais bon, si je veux avoir ma voiture de mes rêves, je peux appuyer sur un bouton et en acheter 3. J'aime bien Ferrari. Donc, parfois, quand je vais faire un tour en Ferrari, je la loue pendant une journée à Dubaï. Mais l'avoir dans le garage tous les jours et pas l'utiliser, ce serait stupide. Je travaille du domicile.
On doit sortir du domicile 1 à 2 fois par semaine avec Marine. Tellement on est bien dans cette communauté, dans une maison. Donc payer une voiture, je sais pas, 3 000 balles par mois, qui vaut, je sais pas, 300 000 balles pour l'utiliser, ne sont pas vraiment roulés avec les limitations de vitesse, etc. Ce serait stupide. Donc quand on veut se faire plaisir, on la loue. Et donc en gros, ça va être notre Mercedes van. On a 8 places dedans. C'est une voiture familiale avec notre chauffeur. Je crois que c'est ça que je dois avoir le plus. Sinon, c'est des œuvres d'art. Ouais. Ouais, je vais avoir des œuvres d'art qui valent 50 000 euros maintenant. J'ai acheté 10 000 euros, ça vaut 50 000. Photos. C'est un photographe qui s'appelle Peter Leak, que j'aime beaucoup. Photographe australien. J'aime beaucoup ces photos. Donc, je suis capable de vite craquer pour des œuvres d'art. Donc, ouais. Voilà, c'est ce que j'ai. Mais c'est intéressant parce que après, voilà ce que je dépose. Physique aussi, bah oui, il y a bien forcément des biens immobiliers. J'ai beaucoup de biens immobiliers, mais je n'y vis pas dedans. C'est vraiment pour faire des investissements. Pour moi, ce qui compte, c'est les expériences. Le temps de qualité. Je valorise beaucoup plus le temps de qualité avec ma famille qu'avoir des trucs, quoi. Avoir des trucs, c'est bien, mais non, quand on va mourir, les trucs, ils restent avec nous, quoi. Par contre, les moments de qualité avec mes enfants, ça, c'est quelque chose qui va aller dans mon cœur pour toujours. Et ça n'a pas de prix. J'aime les choses matérielles, mais pas un point où... J'aime les belles choses, mais ce qui compte pour moi, c'est plus ça va avoir plus de valeur pour moi de passer du temps avec ma famille, avoir du temps de qualité, avoir un déjeuner ou un dîner avec mon épouse que, je sais pas, avoir des trucs qui valent des fortunes, juste pour dire j'ai un truc qui vaut tant et tant. Mais bon, j'aime l'art. Au moins c'est beau, ça élève mon âme, ça élève mon âme, hein, on va dire ça. Ok. Est-ce que tu collectionnes les montres? La réponse est non. Ça, c'est une montre Tag Heuer que j'ai ici, que Marine m'a offerte pour mon anniversaire. Alors, je vais peut-être craquer pour une Hublot, une autre montre, mais c'est tellement pas important. Il y a des gens, ils sont là avec des collections de montres. Et je comprends, il y a des gens qui sont passionnés de montres, je respecte ça. Moi, c'est pas les montres. Je m'en fous. À la fin, c'est un truc, quoi. Et en plus, l'heure, elle est sur le téléphone. Donc, ouais, c'est beau. J'aime ça. Donc, ça compte pour moi parce que c'est une montre qui a été offerte par Marine pour mon 40e anniversaire, je crois. Et ça c'est important parce que ça vient de mon épouse. Après, telle marque, je m'en fous. J'ai dépassé le truc de « oh, telle marque ». J'ai dépassé l'âge de vouloir plaire aux autres ou essayer de prouver quelque chose aux autres parce que t'as vu, ils ont une marque. Mais je m'en fous de ça. Les gens s'en foutent de nous. Et si les gens m'aiment parce que j'ai une Rolex, alors là, j'ai vraiment un problème, quoi. J'espère qu'ils vont m'aimer pour qui je suis et la gentillesse que je leur apporte et le fait que je contribue dans leur vie et pas parce que j'ai une Rolex, quoi. Et il y a beaucoup de gens qui tombent dans le panneau avec il faut que j'ai une Rolex pour que je démontre que j'ai réussi. Je m'en fous. Mais après, voilà, il y a des gens qui aiment les Rolex, pourquoi pas. Mais moi, je les trouve pas particulièrement belles, pour être sincère. Donc, peut-être que je vais acheter une Hublot, un de ces quatre. Mais parce qu'elle est belle, parce que je trouve qu'elle a de la gueule. Mais parce que je vais apprécier la voir, mais pas parce que quelqu'un fait « oh, t'as une Hublot ». Tu vois, on s'en fout de tout ça. Bref, c'est mon avis. Ce qui compte pour moi, c'est je suis beaucoup plus heureux à aider, contribuer, transmettre. Et j'ai beaucoup plus de joie à voir des chefs d'entreprise, entrepreneurs qu'on aide dans nos programmes d'accompagnement comme le Mastermind, le 3M. Et quand on voit le succès qu'ils aient, x3, x5, x10 sur leurs bénéfices, plus de temps pour leur famille, ça c'est beaucoup plus important pour moi. Beaucoup plus important. Ok, c'est comment la vie à Dubaï? La vie à Dubaï, c'est top! Oh mon Dieu! C'est incroyable cette ville. J'ai passé de détester Dubaï quand j'ai visité la première fois à me dire jamais je vais vivre là, c'est pas ma ville, c'est quoi cet endroit? Je peux même pas imaginer aller voir ailleurs, littéralement. Le plus de temps je passe à Dubaï, le mieux c'est, et le moins j'ai envie de voyager. Et on en parlait tout à l'heure, pas vrai, hein, cameraman qui habite à Dubaï aussi, qui est français ici, et qui pareil, on en parlait, on disait mais tu vois le monde qui devient de plus en plus dangereux, risqué, les gens se critiquent, se jugent, et la politique ceci, la politique cela, les gouvernements ingouvernables, et les taxes qui montent, et les gens qui râlent, et il n'y a rien qui bouge. Et ici, on est, passage Dubaï, c'est pas un pays, hein, c'est une ville, hein, c'est les Émirats Arabes Unis qui sont incroyablement bien gérés, mais qu'ils ont fait en 50 ans, c'est un miracle économique. En gros, ils ont le meilleur système de sécurité du monde. C'est l'endroit le plus sûr du monde. Pour une femme qui se balade ici, elle se sent en sécurité totale. On ne se rend pas compte à quel point on se relaxe quand il y a la vraie sécurité. Et on ne se rend pas compte à quel point, en fait, quand on va à l'étranger, je vais à Paris, je vais ailleurs, même en Suisse, il y a toujours un effet de... On n'est jamais vraiment totalement relax, quand on est toujours un peu tendu sur est-ce qu'il y a quelqu'un qui va nous voler notre montre ou notre téléphone, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui peut nous agresser. La saleté aussi, Dubaï est la ville la plus propre du monde. C'est tellement propre, Abu Dhabi et Dubaï, c'est un bonheur. Donc la sécurité, la propreté, la gentillesse des gens. Les gens sont tellement gentils. C'est très étonnant. L'accueil des gens, il y a cette ouverture d'esprit
qu'on soit telle religion, telle ville, telle ceci, tout le monde s'en fout, c'est hyper ouvert. Et passage, c'est dans la constitution de Dubaï de ne pas s'impliquer dans la politique. Et ce qui peut vraiment flinguer un pays, c'est bien la politique. Ah mon Dieu, gauche et droite, ça divise le pays, etc. Là-bas, tout le monde est uni. Il n'y a pas de gauche-droite, il n'y a pas de vote parce qu'il n'y a pas quelque chose à voter. Si tu viens ici, c'est que tu aimes. Si tu n'aimes pas, tu quittes. Ok. Mais si tu aimes, tu restes. Et donc, tout à propos de qu'est-ce qu'on va construire, comment on va construire un meilleur pays. Ok, il y a la circulation, il y a des bouchons. Ok, on va construire tout de suite des routes souterraines. En quelques semaines, c'est fait, quelques mois, c'est fait pour fluidifier la circulation. Tout à propos de construire le futur. C'est la ville du futur. Je préfère mettre des enfants où il y a de la bienveillance, où il y a du respect, où ça c'est incroyable. Les règles imposent le respect. On ne peut pas faire de doigt d'honneur, on ne peut pas insulter quelqu'un dans la rue, faire un doigt d'honneur, ça peut finir avec des mois de prison et une éjection du pays. Ça rigole pas quoi. Ça impose le respect. Et donc ce qui est génial, c'est que puisqu'on ne peut pas aller au conflit, tout le monde se respecte. Et donc il n'y a pas de cris dans la rue, il n'y a pas de gens qui se critiquent, on est respectueux. Et on adore ça, et on préfère mettre nos enfants où il y a du respect, de la bienveillance, de la sécurité, de la propreté, et c'est aussi l'infini des possibles. Tout est possible à Dubaï. Un simple exemple, tu ne vas jamais à la station essence. Tu as une application, tu commandes, et il y a le camion citerne qui arrive et qui remplit ta voiture, qui facture directement sur ton app. C'est incroyable. On veut une prof de chinois qui vient le mardi à 17h, on va trouver une prof de chinois qui vient le mardi à 17h. C'est incroyable. Tout est possible. Et on préfère être dans un pays qui est dirigé vers le futur que dans un pays où on regrette le passé et on parle constamment, on se met sur la gueule, on se critique, on se juge. Et puis il y a le soleil toute l'année, il fait bon. Donc, mon Dieu, Dubaï, on est bien parti pour rester longtemps. Ok, est-ce que tu as eu dans ta vie un déclic qui a tout changé? Mon Dieu, j'en ai eu des déclics. Le plus gros déclic, c'est que seul, j'allais aller nulle part. Que seul, on ne peut pas atteindre son plein potentiel. Le plus gros déclic, c'était, n'essaie pas de jouer le gars le plus intelligent qui va tenter d'y arriver par lui-même. Fais appel à des gens qui ont déjà réussi. Ils ont déjà les méthodes, ils ont déjà les recettes. Apprends d'eux, duplique la recette, et donc tu vas avoir le même succès. Et c'est exactement ce qui a fonctionné pour moi. Là, ça, c'est le plus gros déclic. Si vous comprenez ça, votre succès va faire ça. Comment fais-tu pour rester motivé quand tout va mal? Je vais être sincère, je ne suis pas toujours motivé. Les amateurs cherchent la motivation. À mes débuts, je cherchais toujours la motivation. Je suis pas motivé, etc. Quand notre vie est basée sur la motivation, on est dans la merde. Parce qu'il y a des jours où je ne vais pas être motivé, et des jours où je vais être motivé. Par contre, les pros, ils se créent des habitudes gagnantes. Ils créent des habitudes, des rituels, qui fait que qu'ils aient envie de faire ou pas envie de faire, on le fait. Et donc, c'est ce que j'ai appris à faire. Au lieu de me baser sur la motivation, parfois j'avais une semaine, je n'étais pas motivé. Donc, pendant une semaine, tu ne bosses pas, tu es là, tu vois, je ne suis pas motivé, etc. Le jour où j'ai créé des rituels, des habitudes, c'était pas je suis motivé ou pas, c'est j'ai une habitude, je dois le faire. Je suis habitué à avoir ce call d'équipe, je suis habitué à faire mon sport le matin, faire mes pompes, mes abdos, mes tractions, etc. Je le fais, c'est pas négociable, c'est dans l'agenda, c'est comme ça. J'ai pris l'habitude d'avoir du temps de qualité avec mon épouse, donc c'est pour ça qu'on est heureux en couple. C'est une des raisons en tout cas, on a pris tellement d'autres choses bien sûr. J'ai pris l'habitude de faire ces vidéos, pour shooter des vidéos par exemple. C'est dans l'agenda, c'est pas j'ai envie, je n'ai pas envie, je suis motivé ou pas. Je ne suis pas motivé, je le fais quand même. Les amateurs cherchent des sources de motivation. Les pros se créent des super habitudes. Et donc, ils n'ont pas le choix de le faire. Les habitudes créent la discipline. Il y a des journées où je ne suis pas motivé, mais je le fais quand même. Et c'est pour ça que j'ai du succès. That's it. Grand secret là. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui gagne 1 500 € par mois et veut changer sa vie? Ok, numéro 1, arrête de penser petit. Première chose, c'est, tu te dis 1 500 € par mois, c'est bien. Et si je pouvais gagner 3 000 € par mois. Moi, faut vous imaginer, mes parents gagnaient 1 000 € par mois. Donc, pour moi, gagner 3 000 € par mois, c'était ce que je voulais, mais c'était impossible pour moi. Donc, j'avais 21 ans, je disais, si je pouvais gagner 3 000 € par mois, ce serait waouh. C'était vraiment le nirvana pour moi. C'est pas des salades. Et donc, première chose, c'est juste se dire, j'ai été conditionné. C'est prendre conscience que tu as été conditionné à penser que 1 500 € par mois, c'est beaucoup. Devine quoi? C'est que dalle. Je dirais 1 500 par mois, même 10 000 € par mois, c'est pas grand-chose. C'est que ça peut paraître choquant, mais 10 000 € par mois, tu voles pas en business class, tu roules pas en Porsche, tu n'as pas la villa de rêve. Non, 10 000 € par mois, ça commence à aller bien. Quand j'ai commencé à gagner 10 000 € par mois, on parle de ça il y a quoi, 15 ans, comme ça. Non, un peu plus que ça, 20 ans, une vingtaine d'années, un peu moins de 20 ans. J'étais célibataire et il y a eu l'inflation entre-temps. J'ai commencé à respirer.
Il faut gagner 20 000 euros par mois pour commencer vraiment à être « Ok, là, ça va bien ». C'est vrai. Et c'est cool, la vie a explosé. Donc, première chose, il faut penser plus grand. Et comprendre qu'on a été conditionné depuis tout petit de penser que 1 500 euros par mois, c'est beaucoup. Il faut comprendre qu'à ce niveau-là, 1 500, 3 000, 10 000 euros, quoi que ce soit le montant que vous gagnez, vous avez atteint ce qu'on appelle votre récipient financier. Et donc, le récipient financier, c'est quoi? C'est sa capacité à gagner de l'argent. Donc, par exemple, ça, c'est un verre. Okay, ça, c'est un verre d'eau. Et donc, sa capacité maximale, c'est, je sais pas quoi, 25 centilitres. Pourtant, il y a de l'eau, des milliards de litres sur la planète. Mais je peux remplir ces milliards de litres, il n'y a que 25 centilitres qui va rentrer. Et donc, c'est ça le problème. Et donc, le grand secret, ce n'est pas vouloir remplir plus d'eau, c'est d'agrandir la capacité de recevoir l'eau. C'est d'agrandir le récipient financier. Et donc, une fois qu'on comprend ça, c'est se former et sortir de sa zone de confort. C'est un des meilleurs moyens de faire ça, c'est s'entourer de gens qui gagnent 10 fois plus d'argent que nous. Quand on traîne avec des gens qui gagnent 10, 20 fois, 30 fois plus d'argent que nous, c'est ce que j'ai fait en payant des mentors et en rejoignant des masterminds avec des gens, je me rappelle toujours, j'étais au Texas, à Austin, Texas, et j'étais assise dans mon mastermind du côté d'une femme qui avait environ peut-être 7-8 ans plus que moi. Moi, je faisais 2 millions de chiffre d'affaires. Elle faisait 22 millions d'euros de chiffre d'affaires. Moi, j'étais là, je me sortais 300-400 000 balles de ma boîte. Elle sortait 4-5 millions d'euros de sa boîte. Moi, j'étais là. Et donc, forcément, je traînais avec elle toute la journée, j'étais assis à côté d'elle. J'ai commencé à voir plus grand. Donc, un des meilleurs moyens d'étirer son récipient financier, c'est de traîner avec des gens qui gagnent tellement plus d'argent que nous. Le meilleur moyen, le raccourci, c'est de faire appel à un mentor qui gagne plus d'argent que nous. C'est d'un coup, il va dire, mais tu rigoles ou quoi? Moi, les gens qui rentrent dans mon mastermind, ils sont là, ouais, je gagne 200 000 euros par an. Je lui dis, mais comment tu fais pour vivre avec ça? Réveille-toi, quoi. Comment on va chercher 2 millions? Et là, ils font, ok. Et donc, je transmets, comme mes mentors m'ont transmis cette conviction, que je pouvais gagner 10 fois plus. Parce qu'ils le faisaient déjà. Donc pour eux, c'est ok, pas de problème, voici ce qu'il faut faire. Et donc, ça commence par la conviction. Donc, ça commence par agrandir son récipient financier, développer sa conviction et clairement apprendre, se former pour développer des compétences et des connaissances que tu n'as pas encore. Si tu gagnes 1 500 euros par mois, si tu as des compétences pour gagner 1 500 euros par mois, tu commences à gagner 15 000, 20 000, 100 000, 300 000 euros par mois, tu vas développer des compétences qui vont te donner la capacité de générer 100 000, 200 000, 300 000 euros par mois. Forme-toi, investis en toi, entoure-toi. C'est le secret du succès. Comment tu sais si une personne est la bonne femme ou employée? C'est-à-dire, on va dire, si c'est la bonne personne à marier, on va dire. J'ai envie de dire, et déjà, est-ce qu'elle partage les mêmes valeurs? Ça, c'est hyper important. Oui, l'attraction, on va dire, les hormones vont faire qu'il y a un masculin féminin qui va s'attirer, mais ça va durer pas très longtemps. Okay, ça, c'est de la chimie. Et les hormones fonctionnent à un moment et à un moment ça tombe. Et quand ça tombe, souvent les gens font mais qui j'en passe? Et donc, première chose, on peut que construire une famille et une relation avec des bonnes valeurs. Et pour ça, c'est pareil pour les salariés ou des collaborateurs. Est-ce qu'ils partagent mes valeurs? Donc, par exemple, une de mes valeurs fortes, c'est la croissance. Donc, avec Marine, on cherche constamment à s'améliorer. Dans mon entreprise, on recrute des gens qui recherchent constamment à s'améliorer. S'ils sont là juste pour faire un job et pas progresser, ça ne va pas le faire. Une des valeurs fortes chez moi, en tout cas, c'est l'excellence. Marine a ce standard d'excellence. On ne cherche pas juste à avoir un bon couple, on veut un extraordinaire couple. Okay, on ne veut pas une bonne vie, on veut une vie extraordinaire. Donc on partage ces standards élevés. Même chose chez mes collaborateurs, on cherche chez eux un standard d'excellence. Pas juste de faire un bon job, on veut qu'ils se disent « Ah, c'est très bien, mais je vais faire encore mieux, je vais devenir meilleur ». Une relation va marcher parce qu'on partage des valeurs. Et bien sûr, une des valeurs fortes chez nous, c'est la bienveillance. Donc chez moi, la bienveillance, c'est hyper important. Je ne vais pas traîner avec quelqu'un qui me veut du mal, quelqu'un qui me critique, qui me met des bâtons dans les roues, qui veut juste pas mon bien. Bienveillance, c'est vouloir son bien. Et donc, dans une équipe, c'est pareil. Je ne vais pas avoir des gens qui vont commencer à me critiquer, qui vont commencer à râler, critiquer dans le dos des gens. Vas-y, pourquoi je tolérerais un truc comme ça? J'ai envie d'avoir un plaisir à entreprendre tous les jours. Et donc, ces 3 valeurs sont probablement les valeurs les plus fortes chez moi. Et donc, tout est trié avec ça. Je choisis mes collaborateurs, avec mon épouse, tout ce qu'on fait, c'est trier ces gens-là. On va garder les gens dans notre environnement à condition qu'ils partagent ces 3 valeurs. S'ils n'ont pas ces 3 valeurs, ciao, arrivederci, bye bye, adios amigos. Et ils ne sont plus dans notre cercle. C'est very simple. Ok, c'est quoi ta journée idéale type? J'en ai pas, parce qu'elle change un peu différemment. Mais en gros, la journée idéale, c'est très simple pour moi. Et c'est ce que j'ai, 90% de mon agenda, c'est TPP, au carré. Donc qu'est-ce que je veux dire par là? C'est le temps pour penser ou le temps pour produire. Donc là, je suis en train de produire, je suis en train de créer une vidéo pour vous aider.
c'est du temps pour produire. Ça vous aide, ça contribue à ma mission, ça me remplit, parce que c'est ma mission, c'est ce qui me remplit, c'est ce qui me permet de faire en sorte que je me sens épanoui, que j'ai du sens chaque jour. Et ça permet aussi de développer ma marque personnelle, de faire connaître ma marque, de développer ma visibilité. Donc ça, c'est du temps pour produire. Et après, du temps pour penser. C'est la partie stratégique. Qu'est-ce qu'on doit faire pour doubler la rentabilité? Qui nous manque dans l'équipe? Qui doit être viré? Qui doit être remplacé? C'est travailler sur son business. Donc, pour moi, une journée type, c'est 8 heures de temps pour produire ou temps pour penser. Et c'est ce que j'ai tout le temps. Okay. Et le matin, en passage, je vais dire à quoi ressemble une journée type chez moi. Okay. Le matin, je démarre, je m'occupe de mes enfants. Okay. Et souvent, parce que Marine a encore, nous, on a encore des enfants. Luca qui vient de passer 6 ans hier, au moment où j'enregistre cette vidéo. Léa qui a 3 ans, qui va bientôt avoir 4. Et ma petite Angelina qui a 2 ans. Et donc, il y a encore des nuits un petit peu compliquées. Et donc, souvent, Marine s'occupe des nuits, sauf le week-end, et parfois, je l'aide là-dessus. Et donc, le matin, vers 6h30, je me réveille, c'est là où les enfants se réveillent, je récupère les enfants, j'adore passer du temps avec eux, on rigole bien, j'en prépare des œufs, on passe des moments de câlins, etc. Et donc, environ vers 7h30, 8h, Marine prend le relais, c'est là où je fais mon sport, c'est un rituel, je fais mes tractions, mes pompes, mes abdos, bref, différents exercices physiques. Parfois, je fais un peu de piscine, un peu de basket, bref, je m'active mon corps. J'ai besoin de transpirer, j'ai besoin de me dépasser. J'ai besoin de construire mes muscles, j'ai besoin de me challenger mentalement et surtout, c'est ce qui est le secret de la longévité. Et après, je démarre ma journée et avec souvent un bain d'eau froide et puis j'attaque la journée. Temps pour penser, temps pour produire, that's it. Donc, ça peut être des calls d'équipe, ça peut être simplement où moi je me pose pendant 2 heures à réfléchir, qu'est-ce qui va avoir le maximum d'impact, ou ça peut être tourner des vidéos, etc. Ça. Et puis après, fin de journée, c'est à 18h, 18h30 maintenant. C'est quoi? C'est passer du temps avec ma famille, dîner ensemble, les coucher, et après c'est du temps de qualité avec Marie, on prend un bon thé, on partage des choses, on rigole un bon moment, et puis on va au lit. That's it. Plutôt simple. Okay. C'est ma journée type. Mais bon, bref, j'ai des journées où parfois c'est une semaine de séminaire à fond, j'adore ces journées-là. Okay. Et puis c'est des journées qui n'ont rien à voir. Donc, pas vraiment une journée type, mais je vous ai partagé une journée type. Okay. J'espère que ça vous inspire. Ok, quel rêve n'as-tu pas encore atteint? Super question. Très simple. Bon, j'en ai plein des rêves. Mais c'est celui-là. OK? Et comme ça, il est visuellement représenté pour vous. Ça, c'est un jet qui vaut environ 30 millions d'euros. C'est un Gulfstream. Il y a même mon logo dessus, vous pouvez le voir. Et donc, je le mets dans mon bureau pour me rappeler chaque jour que c'est aussi ça que je veux. Et au passage, je vole déjà en jet. Alors, pas des jets comme ça. On a déjà fait voler parfois des jets comme ça. Mais simplement, pour moi, c'est une sorte de trophée. C'est peut-être mon truc masculin de me dire un jour, je vais m'acheter mon jet. Je le vois et je l'aurai. Okay, donc, c'est une question de temps. Mais bon, pour être sincère, c'est pas pour ça que je ne suis pas heureux entre-temps. C'est pas parce que c'est ça que je vais être heureux. Soyons clairs. Okay, je vais être heureux, encore plus heureux avec ça. C'est plutôt le gros jouet. Donc, par exemple, la Ferrari, je pourrais l'acheter déjà, mais puisque actuellement, elle ne me servira à rien. Donc, elle serait dans le garage à faire rien. Donc bref, ça m'intéresse, que ça permette de vraiment voyager. Parce qu'on voyage, pas tant que ça, mais quand on voyage, on va être bien. Et donc quand on est en Europe, on voyage que en jet. Donc je voyage que en first ou en business avec la famille, souvent avec Emirates. Donc les gens ont de très bonnes conditions. Mais le jet permettrait vraiment d'avoir une liberté hors norme. De dire, tu sais quoi, on part comme ça et on peut emmener un chien si on veut. Le jet, on fait ce qu'on veut, c'est notre avion. Donc ça c'est mon rêve. Et il y a écrit Fly high, live your dreams. Donc voilà, vous savez tout. Autre question. À quoi bon travailler si dur et investir si la vie s'arrête brusquement? Déjà, si tu pars sur la vie va brusquement s'arrêter, tu es un peu dans la merde. Okay, j'espère que tu as l'espoir et tu fais ce qu'il faut pour vivre longtemps en bonne santé. C'est pour ça que je mange très sainement, on ne prend pas de viande, on ne prend pas d'alcool, on ne prend pas de sucre raffiné. On mange super sainement, on prend les compléments alimentaires. Parce que j'ai envie de vivre longtemps, j'ai envie de passer le plus de temps possible avec mes enfants, j'ai envie de voir mes petits-enfants et pouvoir courir avec eux. Donc ça, c'est hyper important. Maintenant, la question, à quoi bon travailler si dur et investir si la vie s'arrête? Okay. Déjà, je ne travaille pas si dur. Okay. J'adore travailler. Au passage, une des premières choses qui était intéressante, je vais dans un studio et c'était le caméraman qui était là-bas au studio à Dubaï. Je venais d'arriver à Dubaï. Et le gars me dit, work is life. Life is work. Et donc, la vie, c'est le travail c'est la vie. Et c'est tellement vrai. En France, on arrive à se dire, il faut travailler dur, machin. Mais travailler dur, c'est faire un job qu'on n'a pas envie de faire. Ça, c'est travailler dur. Travailler dans quelque chose dont on est passionné, qui nous donne du sens, qui contribue dans la vie des gens,
Et on ne travaille pas dur. C'est une passion. Et au passage, on a besoin, pour notre mental, on a besoin de travailler. On a juste besoin de travailler. C'est un besoin mental. On a besoin d'avoir des projets, de créer des choses, que ce soit travailler, avoir une meilleure famille, que ce soit les éduquer, que ce soit lancer un projet, que ce soit créer une entreprise, je ne sais pas trop quoi. On a besoin de travailler. Quelqu'un qui cherche constamment à travailler le moins possible, c'est quelqu'un qui a avalé un virus qui est violent, et particulièrement en France qu'on a ça. Il faut travailler moins, les gens travaillent trop dur. Mais c'est quoi ce délire, quoi? Si tu n'aimes pas ton travail, change de travail. Trouve ta passion et tu ne travailleras plus jamais le restant de ta vie. Donc, c'est quoi ce truc de travailler dur? J'adore travailler. Okay, j'aime travailler. Et au passage, même quand j'ai lancé mon business, je travaillais parfois jusqu'à minuit, 1h. Je n'avais pas l'impression de travailler. J'adorais ce que je faisais. J'adore me challenger, j'adore progresser, j'adore pouvoir me dire que je peux atteindre un nouveau niveau de succès, offrir le meilleur à ma famille, créer la liberté financière, contribuer dans la vie des gens. Pourquoi ce serait un travail? Quand les gens sont là juste là à regarder leur heure. J'ai jamais regardé l'heure. Okay, j'ai jamais regardé l'heure de me dire ah j'ai travaillé tant et tant. Mais c'est quoi cette mentalité de merde, quoi? Donc déjà j'ai jamais travaillé dur. J'ai toujours travaillé parce que j'aimais ça. Je travaille passionnément. Et surtout avec le temps tu dois apprendre à travailler intelligemment. C'est ce que j'ai fait maintenant, c'est que j'adore travailler. Je pourrais travailler non-stop tellement j'aime ça. Mais je me mets des garde-fous envers moi-même pour passer du temps avec mon épouse, avec mes enfants, avoir du temps pour ma santé. Donc j'ai appris à bien équilibrer les sphères de ma vie et pour ça j'ai appris à travailler plus intelligemment. Et donc pourquoi investir? Et parce que si tu claques tout maintenant, le problème c'est que tu risques de durer 10-20 ans. Et donc si tu claques tout et constamment tu claques ton argent, tu vas te retrouver justement à 65 ans, 70 ans, et toi qui n'as déjà pas travaillé, qui as travaillé dur toute ta vie, maintenant il faut que tu continues de travailler parce que tu n'as pas investi d'argent. Et donc maintenant tu dois continuer à travailler, tu vas te détester encore plus, tu vas travailler le restant de ta vie parce que tu n'as pas créé des actifs, tu n'as pas investi dans l'immobilier, tu n'as pas investi, je sais pas quoi, en bourse ou ailleurs, ou investi dans les entreprises qui te rapportent de l'argent sans que tu travailles. Donc une des raisons qui est vitale d'investir, c'est de pouvoir créer des actifs qui génèrent de l'argent sans qu'on travaille. Pour que si un jour tu veux arrêter de travailler, tu puisses arrêter de travailler. Devinez quoi, je vais sûrement jamais arrêter de travailler. C'est juste que si j'ai envie de travailler, je peux. Et ça change tout parce que d'un coup, je travaille par passion, pas parce que je dois. Moi, j'ai des dizaines de millions d'euros en immobilier, des dizaines de millions d'euros en business. Je n'ai pas vraiment besoin de travailler. Et donc, l'avantage de ça, c'est que je suis très serein. J'aime ce que je fais, mais je sais aussi que si j'ai envie de lever le pied un jour et passer beaucoup plus de temps avec ma famille, je peux le faire. Et ça, c'est un luxe qui n'a pas de prix. Donc, j'espère avoir répondu à la question. Une autre question. Qu'est-ce que tes enfants t'ont appris sur toi-même? Waouh. Vraiment la chose la plus importante quand je l'ai appris sur moi-même, à quel point j'étais impatient. Surtout avec l'arrivée de Luca, le premier. Oh mon Dieu, je me suis rendu compte à quel point j'étais impatient. Et à quel point en tant que parent, tu dois être patient. Et ça m'a vraiment, là en 5-6 ans, j'ai vraiment développé le muscle de la patience. Avant, je me disais, mais c'est pas possible. Avant, avec Marine, ça peut-être vous parler, pareil, si vous êtes parents. Et on voulait aller au cinéma, déjà tu vas plus vraiment au cinéma. Ou si tu vas au cinéma, il faut organiser tout un truc avec la nanny, le match, c'est une organisation 3 semaines à l'avance, etc. Enfin, j'exagère un peu, mais c'est presque ça. Alors c'était, oh tu vas aller au cinéma, ok, bah, tiens, on prend les clics et les claques, on prend les baskets et puis on sort. That's it. Avec les enfants, c'est, ok, on veut sortir, ouh là là, alors préparation, machin, le sac ceci, les lingettes, les couches, et puis est-ce qu'on a pensé l'anti-moustique, on a pensé à la crème solaire, est-ce qu'on a pensé aux habits de rechange et aux pulls et aux ceci, et puis à la poussette, et puis et en fait, on a pour 3 quarts d'heure avant de sortir. Et donc pour moi, c'est pas possible. Tu apprends 3 quarts d'heure à sortir de cette maison. Et au bout d'un moment, j'ai juste accepté que c'était comme ça. Et je trouve que ça m'a rendu très sage de juste accepter qu'il y a des choses que tu ne peux pas changer. Et que le cadeau derrière d'avoir des enfants, et c'est un cadeau incroyable, et c'est vraiment la plus belle chose qui me suis arrivée dans la vie. Je veux dire, à la fin, avoir créé une famille, et avoir une famille heureuse avec le temps et avoir du temps pour y avoir l'argent nécessaire pour pouvoir vraiment leur offrir la meilleure vie. C'est vraiment la chose dont je suis le plus fier. Il n'y a rien qui peut apporter plus de bonheur qu'une famille heureuse. Haut la main. Et j'ai entendu un milliardaire dire un jour, c'est un de mes mentors qui m'a dit « C'est Max, tu ne vas jamais regretter passer plus de temps avec ta famille. » Et c'est tellement vrai. Jamais tu vas te dire à la fin de ta vie « J'aurais dû passer moins de temps avec ma famille. » Et donc, c'est pour ça que j'ai réorganisé mon agenda depuis l'arrivée de Luca pour vraiment avoir du temps de qualité avec mes enfants. Et c'est chose faite et c'est quelque chose que je suis très fier. Ok, c'est quoi le meilleur conseil qu'on t'ait donné? De se former et de bien s'entourer pour éviter de payer une grosse taxe stupide. La plus grosse taxe, il y en a deux, c'est la taxe stupide et la taxe d'ignorance.
La taxe stupide, c'est faire des choses qu'on aurait pu éviter si on était bien entouré, et si on avait la bonne stratégie, et qu'on aurait pu économiser énormément. Et c'est probablement des millions d'euros que vous avez payés déjà par la taxe stupide, parce que vous n'avez pas été bien entouré, parce que vous avez pris une décision, vous avez une super bonne idée, comme j'ai eu une bonne idée un jour, et je me suis rendu compte que c'était la pire des idées. La pire des choses, c'est de courir avec enthousiasme dans la bonne direction. Ok, ça coûte très très cher. C'est la taxe stupide. Et après, la taxe d'ignorance, c'est l'argent qu'on perd ou qu'on a perdu parce qu'on ne savait pas mieux. Parce qu'on n'avait pas les compétences nécessaires pour faire des meilleures décisions. Chaque décision qu'on prend vont soit nous rapporter de l'argent, soit nous coûter de l'argent. Soit nous apporter du bonheur, soit nous coûter du bonheur. Et donc j'ai appris à me former beaucoup et toujours avoir l'humilité de m'entourer pour prendre les meilleures décisions possibles. Parce que chaque décision peut me rapporter de l'argent, me coûter de l'argent, me rapporter du bonheur, me coûter de l'argent. Donc c'est le meilleur conseil que j'ai eu et que j'ai suivi de près. Il y a combien de personnes dans ton entreprise? Actuellement, on doit être une cinquantaine. Et très peu à plein temps. Beaucoup sont à temps partiel, il y a beaucoup de freelance et très optimisé. Ouais, c'est une entreprise efficiente. Une des choses que j'encourage mes clients, les membres de mon mastermind, les personnes qu'on accompagne, c'est développer des entreprises efficientes. Efficiente, ça veut dire avec le minimum syndical, tu arrives à atteindre ton objectif. L'efficacité, c'est quels que soient les moyens employés, atteindre l'objectif. Donc, c'est-à-dire que si tu veux générer une boîte à 10 millions, mais ouais, ça te coûte 14 millions. C'est pas efficient. Ça va te coûter 4 millions par an. L'efficience, c'est avec 2 millions ou avec 5 millions, tu arrives à faire 10 millions. Avec le minimum de personnes, tu arrives à atteindre tes résultats. Tellement de boîtes, ils se disent ils ont trop de managers et puis ils ont des managers et des sous-managers et des machins. Et donc ça prend un temps fou, c'est un bordel fini. Ils n'ont rien à l'avance. Et donc pour prendre une décision, il faut passer par le N+1, du N+1, du N+1 qui doit réfléchir. Puis puisqu'il est en vacances, il faut voir la semaine prochaine. Et en fait, il vient dans un mois. Et finalement, et d'un coup, rien n'avance. Donc plus on peut garder une organisation simple, plus les décisions peuvent aller vite et plus l'exécution est faite. Je préfère avoir quelques talents de joueurs de Liga, des gens, ce que j'appelle les adultes responsables. Des personnes qui pensent par eux-mêmes, qui ont la compétence, qui partagent nos valeurs. Tu as besoin de leur dire 40 000 trucs, tu leur dis voici ce qu'il faut faire, voici la priorité, ils disent ok, let's go. Et ils le font et on fait juste un check régulier. Je n'ai besoin de les micromanager, ça avance, ils sont smart, ils sont compétents, ils prennent les décisions, ils sont responsables et les choses avancent. Des personnes comme ça, ben, ça remplace 3 personnes. Okay, c'est des plus petites équipes qui fonctionnent hyper efficaces, c'est des circuits courts, ça avance tellement plus vite. Tout le monde se connaît dans la boîte, ça va très très vite et on peut faire de grandes choses. Donc là, on fait 15 millions d'euros de chiffre d'affaires. Okay, on va atteindre 20-25 millions l'année prochaine. Et on n'a pas besoin de tant de personnes que ça pour faire ça. Okay, probablement un des plus grands exemples d'efficience. Et j'ai un profond respect envers cette personne. C'est le fondateur de Telegram. Et si vous connaissez Telegram, bah, ils pèsent 3 milliards et ils sont, devinez combien? 15 personnes. Même philosophie. Il a quelques personnes, mais elles sont smart, hyper indépendantes, hyper efficientes. Et il peut faire un truc de fou. Vous prenez à l'inverse, c'était Twitter. Quand Elon Musk a racheté Twitter, il a viré 80% des gens. 80% des gens. Et Twitter fonctionne toujours aussi bien. Non, c'est X, comme vous le savez. Et ça marche très bien. Pourquoi il y a besoin de 80 personnes pour ça? Et parfois, je me dis, mais ces boîtes, pourquoi ils ont besoin d'autant de gens? C'est ridicule. Et en fait, c'est souvent des directeurs qui savent rien d'autre faire que mettre des lignes de responsables, de sous-direction, de machins, d'assistants qui ne servent à rien. Et ils prennent beaucoup de gens au lieu de prendre peu de gens de joueurs de Liga. Et donc, ils ont beaucoup de joueurs de Ligue B ou C. Et donc, puisque les joueurs de Ligue B ou C ne sont pas performants, ils recrutent des autres B ou C qui vont essayer de les former, essayer de mettre des process systèmes, rien n'est fait, c'est un bordel fini. Moi, j'adore Lean, petite structure, hyper efficiente. C'est ça qui marche. Et ça qui est rentable au passage. Ok, j'espère vous avoir inspiré ici. Une autre question, c'est quoi la différence entre quelqu'un qui fait 100 000 euros de chiffre d'affaires et quelqu'un qui fait 1 million d'euros de chiffre d'affaires? Déjà, il pense 10 fois plus grand, aussi simple que ça. Et surtout, il a... alors, ça dépend des business. Hein. Il y a des business qui font 1 million, qui ne gagnent pas d'argent. Il y a des business qui font 100 000 et qui gagnent 80 000 euros de bénéfices. Donc, attention. Mais bon, de manière générale, c'est souvent à une petite boîte, je veux dire petit, c'est tout repose sur le fondateur. Il fait tout. Allez, éventuellement, il a un assistant qui fait un peu l'administratif, mais sinon, il fait tout. Il fait le marketing, il fait la vente, il fait tout. Il fait le produit, il fait la livraison, etc. Et donc, à un moment, il est la limite de son business. Quand on dépasse 1 million, 2 millions, 5 millions, 10 millions, on n'a pas le choix, on est obligé de s'entourer, on est obligé de recruter, on est obligé de déléguer, on est obligé de mettre des process et des systèmes. Okay, donc la différence entre une petite entreprise et une grande entreprise, ou une moyenne entreprise en tout cas, c'est 2 choses, team et process, équipe et process. Okay, et donc souvent, une petite entreprise reste à 100 000, 200, 300 000 euros, ou peut-être atteint 1 million, mais max, parce que tout repose sur le chef d'entreprise entrepreneur.
Et à un moment, il ne peut plus scaler, il ne peut plus progresser. Et donc, une des choses qu'il doit apprendre, c'est ce qu'on apprend dans le programme d'accompagnement, process, bien recruter, déléguer, pour que l'entreprise ne repose plus sur lui, mais qu'il repose sur une équipe et des process. Et d'un coup, bizarrement, la valorisation de l'entreprise explose, il est beaucoup plus relax, il gagne beaucoup plus d'argent, et il a du temps pour sa famille. L'un des plus grands secrets, c'est d'apprendre à se libérer de l'opérationnel, de cesser d'être un dirigeant esclave, de devenir un stratège libre. À quel moment faut-il arrêter de travailler plus et commencer à travailler mieux? À quel moment? Now, hier. Ça ne sert à rien de travailler plus pour travailler plus. Okay, je donne souvent l'analogie d'une mouche qui est motivée, qui travaille comme une folle à voir sortir, mais elle se tape la tête contre la vitre. Est-ce qu'elle est motivée? Vous avez déjà vu une mouche comme ça? Elle travaille fort, dur pour pouvoir sortir. Est-ce qu'un coach ou un mentor mouche débarque et fait « Mais qu'est-ce que tu fous? Tu veux sortir? Il y a une fenêtre ouverte à 2 mètres. Viens, je te montre. Sors. » Est-ce qu'elles ont fait moins d'efforts? Oh que oui. Est-ce qu'elles sont libres? Oh que oui. Donc le but, ce n'est pas de travailler dur, c'est d'apprendre à travailler intelligemment. C'est pour ça que j'ai une obsession de toujours me dire il y a quelqu'un qui sait mieux que moi. Donc faire appel à un mentor, je n'ai pas hésité dans le passé à payer 100 000 $ des mentors parce qu'il y avait des boîtes 5-10 fois plus grandes que la mienne, qui gagnaient 5-10 fois plus d'argent, et donc ils ont plus d'expérience, ils ont plus de compétences. Ils l'ont fait alors que moi je ne l'avais pas fait. Et donc ils voient directement au business, ils font fais ça, fais ça, fais ça. Boum, les business explosent. Et donc je gagne 10 ans. C'est ça, travailler mieux. C'est avec moins d'efforts, moins de temps, on atteint des résultats 10 fois supérieurs. Donc surtout ne faites pas appel à un mentor. Restez dans votre coin et essayez de trouver la solution par vous-même. Ok. Autre question, c'est quoi la compétence la plus rentable en 2026? Je dirais la capacité à se remettre en question, à prendre de la hauteur et prendre des décisions stratégiques. Et le plus difficile, c'est qu'elle va se remettre en question. On a tendance à se dire qu'on a tout compris, qu'on sait tout sur tout, qu'on n'a pas besoin d'aide, que je vais arriver par moi-même, je vais être un self-made man. Stupide. Ça, c'est le choix le plus difficile. Et après, prendre la discipline, au lieu de faire dans l'opérationnel, de sortir, de ne plus faire, mais de diriger. Donc, j'ai souvent l'analogie de le chef d'orchestre. Okay, le chef d'orchestre, son job, c'est de diriger, pas de jouer au violon, la clarinette et au saxophone. Vous avez déjà vu un chef d'orchestre qui sait jouer au saxophone, à la clarinette et au piano en même temps qu'il dirige? Ça va te donner un bordel. Il y a de fortes chances que vous faites ça. Pas vrai? Et moi, c'est ce que je tentais de faire. J'étais chef d'orchestre, machin, c'est de jouer à tous les instruments. Ça ne marche pas. C'est une cacophonie. Rien n'est bien fait. Le job, c'est de se libérer de l'opérationnel. Le job du dirigeant est de diriger. Okay? Et donc, pour ça, il doit complètement révolutionner son agenda, sa manière de penser, à dire, je vais arrêter de faire, je vais sortir l'opérationnel, je vais me libérer au fur et à mesure par l'échelle de remplacement. Bon, on voit ça dans le programme, c'est pas grave. Et bon, au fur et à mesure, il va se remplacer par département, il va se remplacer au marketing, à la vente, à l'administratif, etc. Pour avoir des personnes responsables sur lesquelles il peut se reposer et pouvoir diriger. Et donc, bizarrement, d'un coup, l'agenda, il ressemble à « j'ai plus rien à faire ». Et les premières fois, c'est bizarre parce que donc on a le réflexe de « il faut que je fasse des choses ». Parce qu'on a toute notre vie, on a conditionné à faire. Et d'un coup, tu dis bah, « en fait, j'ai rien à faire ». Bravo, c'est le but. C'est de plus rien faire, c'est de diriger. Et donc maintenant, c'est d'apprendre à penser. Et je dirais vraiment, la plus grande compétence, c'est l'allocation des ressources. C'est prendre le temps de réfléchir et dire « ok, on a une contrainte avec des ressources limitées, du temps, de l'énergie, de l'argent, un nombre d'équipes limitées. Comment je vais optimiser mes ressources pour avoir le maximum de résultats? » Ça, c'est le job du dirigeant. À quel point on est bon dans l'allocation des ressources. Et pour ça, il faut apprendre à se libérer de l'opérationnel, apprendre à réfléchir, s'entourer, discuter avec un mentor, discuter avec les autres membres d'un mastermind, par exemple, ou d'autres entrepreneurs, et de prendre du temps de réfléchir, d'avoir ce silence et de prendre des longues heures de réflexion en se disant quel est, avec l'organigramme que j'ai, avec l'argent que j'ai, avec le temps qu'on a, comment je vais allouer les ressources, les miennes et ceux de mon équipe, pour avoir le maximum de résultats. Et souvent, c'est en faisant moins de choses. C'est souvent, bizarrement, c'est complètement contre-intuitif. On a tendance à dire, maintenant on va faire plein de choses. Souvent en éliminant, enfin c'est même pas souvent, c'est toujours en réduisant. Et souvent à faire qu'une chose. The one thing, la chose qui va avoir le maximum d'impact. Concentrer les ressources sur la chose qui va avoir le maximum d'impact. Si on fait ça, vous n'avez pas idée, vous allez être moins stressé, votre équipe va être moins stressée et vous allez gagner tellement plus d'argent. Yeah. Allez, dernière question. Si ton business tombait demain, tu recommencerais comment? Déjà, si mon business tomberait demain, je ne serais pas obligé de recommencer parce que j'ai beaucoup d'argent qui tourne. J'ai l'immobilier, j'ai l'investissement qui me rapporte de l'argent. Donc ça, c'est plutôt cool. Mais si je vais recommencer de zéro, je recommencerai exactement la même chose. D'abord, j'aime ça. Déjà parce qu'il faut être passionné par ce qu'on fait. Donc, je ferai quelque chose que j'aime faire. Et j'adore transmettre, j'adore aider, j'adore accompagner. Je construirai vraiment une marque personnelle.
vraiment comprendre qu'on est au monde de la visibilité. Si vous avez une marque invisible, personne ne va vous acheter. Le job numéro 1, c'est être visible. Il faut développer la visibilité. Donc ça va être lancer un podcast, faire des pubs, poster des choses sur les réseaux, se faire connaître, intervenir dans des conférences, développer la visibilité de la marque. Ça, c'est le plus important. Comprendre qui est mon client idéal, qui je vais servir au plus haut point. Je vais tomber amoureux de mon client idéal, parler avec lui, comprendre qui le frustre, qui l'énerve, qui le bloque, créer une offre, un produit, un service incroyable, qui n'existe pas sur le marché, qui fait mieux que n'importe qui, ou qui fait différemment que n'importe qui, pour régler ce problème-là. Et puis après, je crée un moteur de croissance pour scaler ça très fort, appuyer peut-être sur l'accélérateur, des partenariats, des pubs, bouche à oreille, pour juste scaler, faire croître le business en s'assurant toujours qu'il y a un moteur de livraison impeccable, pour que la livraison soit toujours au top, pour s'assurer toujours d'améliorer le produit et le service. Bref, c'est ce que je ferai. Voilà. Donc j'espère avoir répondu à vos questions, j'espère que ça vous a inspiré, j'espère qu'il y a au moins une clé ou un déclic que vous avez reçu dans cette vidéo. Si c'est le cas, je suis très content. Et n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, ça me ferait un plaisir peut-être de noter quel est le plus grand déclic que vous avez eu et ce que vous engagez à faire, ça me fera très plaisir. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire ci-dessous. Je vous ferai plaisir à y répondre dans une prochaine vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite fortement à cliquer ici pour aller voir cette prochaine vidéo. Croyez-moi, ça va vous plaire. A tout de suite, de l'autre côté.